J'aimerais tout d'abord, on parle beaucoup de djihadisme, etc. Je crois qu'il est de notre responsabilité, nous les universitaires et aussi la presse, à parfois prendre le temps d'expliquer les concepts pour ne pas créer des confusions ou en tout cas faire des amalgames sur une religion particulière ou une autre. Le mot djihad utilisé par ces mouvements qu'on retrouve partout aujourd'hui en Afrique et dans le monde n'est qu'un emprunt. J'appelle ça très souvent une manipulation des symboles religieux pour des motifs purement politiques. Ce qu'ils font ne regarde ni l'islam ni les musulmans dans leur écrasante majorité, ces musulmans qui sont eux-mêmes les principales victimes du terrorisme. Et la dernière fois, je me disais que est-ce que je ne vais pas oser cette conclusion peut-être hâtive en disant que le choc des civilisations tant prophétisé par un certain Samuel Huntington à partir de 1993, est-ce que ce choc-là finalement ne s'est pas d'abord produit au sein des sociétés musulmanes elles-mêmes qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent? Et je me pose la question centrale que voici: comment les communautés musulmanes, au nom de la Oumma, on est passé de ce rêve sublime de la Oumma, c'est-à-dire le rêve le plus ambitieux en termes d'unité et de cohésion, pour en arriver à ce que des musulmans en tuent d'autres avec ce spectre du djihadisme. C'est ça la question fondamentale. Et je crois qu'il faut que nous, musulmans ou autres intellectuels, qu'on ait le courage de cette autocritique. Comme je le dis souvent, devant toutes les situations, le monde musulman a parfois adopté deux attitudes, soit le rejet ou la résistance. Mais rarement, la proposition d'alternative est l'autocritique. L'autocritique, si je parle comme un certain Allal Al-Fassi qui avait écrit un acte de Zati, il est temps que les musulmans fassent leur propre autocritique pour savoir comment on est passé du rêve le plus ambitieux d'unité et de cohésion par une religion par excellence, vecteur de paix, vecteur de tolérance, pour en arriver à ce que les musulmans eux-mêmes s'entre-déchirent avec des conflits un peu partout. On le voit aujourd'hui en Arabie Saoudite, au Yémen, on le voit dans d'autres contrées du monde musulman, en Irak, en Syrie et récemment de plus en plus sur notre continent africain, qu'on croyait tellement loin de ses foyers et qui aujourd'hui est en proie à ce terrorisme qui se drape encore du manteau de l'islam et qui ne représente pas l'islam, qui ne représente pas les musulmans dans leur écrasante majorité. Je pense que ces amalgames méritent d'être levés. Une étude en 2004 montre que 94% des actes terroristes dans le monde sont le fait de non-musulmans. Donc le terrorisme, l'intolérance existe dans toutes les religions malheureusement. Et ce qu'on craint justement, c'est ce choc des extrémismes dans toutes les religions. Vous savez que les extrémités se rejoignent très facilement. Le terme djihad qu'ils utilisent, je pense que ça peut nous prendre une minute, mais c'est très important de le souligner ici. Le terme djihad utilisé par ces gens, quand on interroge l'étymologie, faire cette archéologie terminologique à partir des dictionnaires fondateurs de la langue arabe, tels que le Lisan arabe de Ibn Manzour au XVe siècle, cela renvoie strictement, avant que ce terme n'ait revêtu un habillage idéologique, cela signifie l'idée d'effort, fournir un effort qui peut être un effort utile pour la communauté. Je pense très souvent à la retraduction de cet effort utile à la société, à la communauté, au terme de khidma que mon ami Serigne Abdou Aziz Mbacké Madialis utilise, c'est-à-dire comment Serigne Touba, Cheikh Amadou Bamba, a pu traduire ce terme-là en un service utile à la communauté. C'est ça le véritable sens de cet effort-là. Par contre, il ne faut pas nier que ce terme a eu parfois une signification guerrière dans certaines circonstances, telles que en cas de besoin de se défendre, etc. Mais l'utilisation va-t-en-guerre qu'on voit aujourd'hui de ce terme djihad n'est pas du tout propre seulement à l'islam. D'ailleurs, le terme, l'équivalent qu'on utilise
en français le terme guerre sainte. On est tous surpris de voir que ce terme guerre sainte est utilisé pour traduire jihad, alors que le terme guerre sainte est du lexique chrétien, catholique, utilisé par le pape Urbain II en 1091 lors de l'envoi des chevaliers pour les croisades. Vous voyez que donc ce ne sont pas les religions en elles-mêmes qui sont porteuses de ces germes de violence, mais la manipulation de ces religions, l'utilisation de ces religions à des desseins politiques. À partir de là, une fois les gants méthodologiques bien portés, on peut s'attaquer à ce phénomène et y apporter une approche critique. L'approche critique, je vais aller directement sur le livre, peut-être parce que sinon ça va faire une autre conférence. Vous l'aurez vu, c'est un ouvrage qu'on a choisi de publier, mais de manière très concise. Pourquoi? Par esprit de pédagogie. Mais la méthodologie se démarque de l'énumération des tueries, des massacres. Pour cela, tous les jours, nous avons les rapports des organisations internationales, nous avons les reportages des médias internationaux. Mais ce qui manque réellement, c'est la réponse à cette question qu'on pose très souvent lorsqu'il s'agit de Boko Haram. Les gens vous disent très souvent, mais d'où viennent-ils ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire qu'on s'est plus intéressé aux manifestations de ce phénomène-là, à ses symptômes, mais on ne s'est pas interrogé sur les racines de ce mal qui a donné aujourd'hui Boko Haram. C'est pour cela que j'ai choisi une démarche compréhensive. En me disant, pour écrire cet ouvrage, j'éteins la radio, la télévision, et je me penche sur les écrits de Boko Haram. Je me suis débrouillé pour les avoir. Je me penche sur ces écrits de Boko Haram, c'est-à-dire expliquer le mouvement à partir de la perception des acteurs eux-mêmes et d'eux-mêmes. On a beaucoup parlé d'eux, mais eux-mêmes, que pensent-ils d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où veulent-ils aller? C'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? Je ne donne pas la justification, mais en tout cas l'explication des actes qu'ils commettent au quotidien. Et c'est cette démarche compréhensive que j'ai empruntée en travaillant beaucoup sur les textes, mais aussi à partir des voyages de 2012 où des chercheurs au Nigeria, où j'ai pu rencontrer des chercheurs et d'autres acteurs du mouvement islamiste. La situation sécuritaire étant très détériorée, je me voyais mal me pavaner dans l'état de Bornou ou de Kassina, dans ces situations-là. Mais j'ai pris la peine de prendre des témoignages de personnes sur le terrain, en tout cas proches de ces mouvements-là. J'espère que la police ne va pas me demander comment j'ai fait. Mais, et des témoignages des élus du Nord qui vivent au quotidien cela. Qu'est-ce qui a pu pousser un certain Goodluck Jonathan, l'ancien président, à dire que Boko Haram a infiltré mon gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la gouvernance au Nigeria? Et je me suis appuyé sur deux textes majeurs et un texte... le général Sec. Deux textes majeurs et une lettre ouverte. Le premier texte est celui qui a été publié par Mohamed Youssouf lui-même, qui s'intitule Hadihi aqidatuna wa manhaju da'watina. Ceci est notre dogme et notre méthode prédicative. Quel est le dogme qui alimente l'action de Boko Haram et quelle est la méthode prédicative utilisée par Boko Haram pour enrôler tant de jeunes dans le nord du Nigeria? L'autre texte, c'est Ja al-Haq, la vérité arriva ou la vérité éclata, quand des membres de Boko Haram, selon mes témoignages et le recoupement que j'ai fait de certaines informations, a pu écrire, mais certains présents sur le terrain du nord Nigeria me disent que il a écrit sous pseudonyme, c'est-à-dire il s'appelle Alauddin al-Bornawi, Aladin de Bornou, qui est un pseudonyme qui n'est pas le véritable nom de l'auteur, mais aussi un texte fondamental, une conférence de Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram,
qu'il a intitulé Risala Maftouha ila al-Hukuma al-Fédéraliya, lettre ouverte au gouvernement fédéral, dans laquelle il explique pourquoi ce mouvement va se mettre à faire le djihad dans leur entendement, et qu'à partir de là, la ligne était déjà claire de ce que Boko Haram voulait faire au nord du Nigeria. J'ai pu découvrir, bizarrement, que les gens de Boko Haram, au début, ne s'appelaient pas eux-mêmes Boko Haram. Ce sont les journalistes et les observateurs qui les appelaient Boko Haram. Ils préféraient l'appellation de Jama'at Ahl-Sunnah li-Da'wati wal-Jihad, la communauté de la tradition prophétique pour la prédication et le combat. Et cette appellation les a poussés à établir des principes fondateurs. Quels sont ces principes fondateurs de Boko Haram? Il y a ce qu'on appelle, dans leur entendement toujours, l'application intégrale de la charia sur tout le territoire du Nigeria, avec qui consistait à prendre les armes, parce que Mohamed Youssouf a dit dans la lettre ouverte que l'application intégrale de cette charia dans leur entendement au Nigeria ne pourrait se faire que par la voie des armes, donc l'utilisation des armes, et ce qu'ils appellent l'affrontement de l'État injuste. Parce que pour eux, l'État nigérian, en tant que tel, est un État injuste, parce que non basé sur ces principes fondateurs de la charia, non seulement combattre l'État injuste, mais tous les supports de cet État, y compris les supports en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de fonctionnaires, etc. C'est pour cela qu'ils s'attaquent à des ministères, à des bâtiments, à des policiers, etc. Parce que pour eux, l'État est illégitime. Ils l'appellent Al-Hukum al-Ja'ira, le gouvernement injuste. Parce que cet État-là n'est pas fondé sur ce qu'ils appellent les principes de l'islam, les principes fondateurs. Et quand on décortique bien ces principes, il en sort plusieurs constats. Pour Boko Haram, il y a une croyance ferme selon laquelle, premièrement, Dieu seul est juge et gouvernant. Les hommes ne peuvent pas gouverner, donc les hommes qui gouvernent sont forcément des gouvernants injustes. Et que Boko Haram est ce qu'ils appellent, Boko Haram est la faction sauvée. La faction sauvée, c'est dans le vocabulaire qu'on trouve beaucoup dans certaines traditions attribuées au prophète, mais aussi dans le langage des salafistes, qu'on appelle Al-Firqa Najia. Alors, il y a à partir d'une tradition qui explique que le prophète aurait dit que sa communauté allait se diviser en 70, 72 ou 77 factions et une seule sera sauvée, et Boko Haram se considère comme étant la seule faction sauvée. D'où donc leur attaque aux autres musulmans qui n'adhèrent pas à leur idéologie. Et à partir de là, il faut essayer de combattre le système qui est à la base de cet État injuste. Et le système qui est à la base de cet État injuste, c'est le système éducatif, c'est l'école. Ce qu'ils appellent Al-Madaris Nidhamiyya dans le texte de Mohamed Youssouf, notamment dans Hadi Aqidatna et Ja'al Haq, ce sont des écoles de l'État qui enseignent quelque chose qui peut être différent de l'enseignement de l'islam, des matières scientifiques qui parlent d'évolution, ces écoles qui permettent la mixité entre garçons et filles, ces écoles qui enseignent la sécularisation. Donc ces écoles-là sont en combat. Et un autre fait s'est greffé, c'est-à-dire que finalement, la logique de Boko Haram, la logique destructive, c'est je combats et je rejette le système qui m'a rejeté. Ce sont des gens, le profil du militant de base de Boko Haram au début, ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté l'école publique de l'État. Ou soit ils n'en ont pas eu la chance, ou bien ils n'en ont pas la conviction, ils ne veulent pas fréquenter cette école. Ils ont choisi un enseignement en langue arabe et un enseignement sur l'islam. À partir de là, il leur devient difficile de s'intégrer dans la société nigériane et d'occuper un poste quel qu'il soit, et ils sont du coup rejetés. Et comme ils sont rejetés par ce système, ils rejettent au retour le système qui les a rejetés, d'où le slogan que Youssouf répétait dans les États du Nord, notamment de Borno au début, Boko Haram, l'éducation à l'occidental est un péché. Parce que c'est le fondement de l'État injuste, parce que c'est le fondement de ce rejet dont souffre une bonne partie de la population et des jeunes. C'est à partir de là, les populations du Nord qui les ont entendus
répété beaucoup ce slogan, les ont appelés Boko Haram. Au début, on les appelait les Youssoufis. Et il y a eu une évolution dans leur idéologie. Parce que très souvent, on a l'habitude de voir Boko Haram comme un mouvement des fous, on ne sait pas d'où ils viennent, ils font n'importe quoi. Alors qu'ils ont, au début au moins, ils avaient une logique de fonctionnement et une idéologie bien campée, avec une méthodologie prédicative. Mohamed Youssouf l'a dit dans son ouvrage. Les objectifs sont très clairs. Un, c'est la formation de ce qu'il appelle l'État islamique. Et je pense que tous ceux qui sont dotés d'un peu de culture islamique ou d'un peu de culture historique sur l'islam des débuts, M. Kampman est là, savent que l'État islamique tel que imaginé par les salafistes d'aujourd'hui relève d'un imaginaire et n'a jamais existé sous cette forme-là. Même l'État de Médine n'était pas une théocratie au sens où le Coran était une constitution. D'ailleurs, le prophète de l'islam, installé à Médine, n'a pas pris le Coran comme étant une constitution. D'ailleurs, le Coran n'était pas encore achevé. Parce que la révélation du Coran des années de 610 à 622 à la Mecque et de 622 à 632 à Médine. Donc il s'installe à 622. Qu'est-ce qui faisait figure de loi fondamentale à Médine au temps du prophète? C'est ce qu'il appelle la Sahifa de Médine, la charte de Médine. Une charte signée de coexistence, signée par les musulmans, les chrétiens, les juifs et même des gens qui n'avaient pas de religion. Donc ce fantasme d'un État islamique théocratique dont le Coran c'est la constitution. D'ailleurs, la plupart de ces partis-là, quand ils font des manifestations pour prendre le pouvoir, encore au nom de la religion, encore pour utiliser la religion, ayant peur d'affronter le monde politique dans sa férocité, se réfugient derrière le religieux en manipulant les symboles. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, bien qu'ils aient brandi le Coran durant leurs manifestations et leurs campagnes, une fois qu'il faut régler les questions de chômage, de sécurité, ils vont sortir du Coran et vont chercher ailleurs. Et donc je reviens sur ce terme État islamique qui mérite aussi d'être élucidé. Et donc la formation d'un État islamique, non seulement au Nigeria, mais partout où cela est possible. On le voit, c'est pour cela qu'après les déboires sur le plan sécuritaire au nord du Nigeria, ils n'ont pas hésité à élargir le champ de combat sur le bassin du lac Tchad en récupérant de vieux imaginaires, l'imaginaire de Sokoto et de Ousmane Danfodio, l'imaginaire du Kanem et du Bornou. Et en cela, pour eux, il faut faire revivre cet imaginaire-là et fonder l'État islamique autour du bassin du lac Tchad. C'est là où il y a véritablement ce que j'appelle dans l'ouvrage une rupture de repères et d'imaginaire. C'est-à-dire que le gouvernement nigérian, les forces de sécurité nigérianes sont dans une logique telle que c'est l'État nigérian dont la capitale est Abuja avec des gouverneurs des États, alors que les éléments de Boko Haram sont sur un imaginaire du Moyen-Âge, sont sur un imaginaire pour faire revivre Sokoto, Kanem, Bornou, ils sont cette image. Donc il y a une totale rupture d'imaginaire, d'où l'impossibilité ou la difficulté en tout cas majeure d'instaurer un dialogue entre eux. L'autre chose, c'est que le mouvement est très structuré. D'après certaines investigations et des entretiens, y compris avec des gens qui étaient dans le mouvement et qui n'étaient plus dans le mouvement, sont plus faciles à aborder que des gens qui sont encore dans le mouvement et qui sont armés. Alors, d'après certains de ces éléments, le mouvement est organisé sur tout le Nigeria. Il est dirigé, normalement, le mouvement doit être dirigé par ce qu'ils appellent Al-Imam, l'imam. C'est l'équivalent du calife dans l'islam médiéval. Et c'était Mohamed Youssouf. Et il y a aussi, il est assisté de ce qu'ils appellent Al-Mandoub al-Am, l'adjoint général. Autant, c'était Aboubakar Shekau. Le mouvement est vraiment logique. Aboubakar Shekau, aujourd'hui, qui est devenu le successeur de Mohamed Youssouf après son assassinat en 2009. Et chaque État est contrôlé par un émir qu'il nomme, avec des représentants dans les régions. Le tout coiffé pour prendre les décisions majeures importantes par ce qu'ils appellent un Majlis Ashura, le conseil de délibération qui a donné ordre à Mohamed Youssouf de déclarer ce qu'il appelle le djihad à partir de sa lettre Risala Maftouha ila al-Hukuma al-Fédéraliya. Et Mohamed Youssouf, je dirai quelques mots de lui pour ne pas monopoliser la parole, est originaire de Younasari dans l'état du Yobe.
Et dans les milieux des années 80, il y avait un mouvement dirigé par un certain Ibrahim Zakzaki qui s'appelait le mouvement des Young Brothers. Et c'est en 1994 qu'il y a eu des scissions dans ce mouvement des Young Brothers parce qu'une partie du mouvement avait été instrumentalisée par l'Iran et développé des idéologies chiites, et que l'autre voulait résister, aussi qui était soutenu aussi par l'Arabie Saoudite et développer des idéologies sunnites, salafistes et wahhabites. Le monde est vieux. Et c'est à partir de là qu'il y a une dislocation dans le mouvement, et que les partisans de Mohamed Youssouf ont créé un nouveau mouvement qui s'appelle Jamaat Tajdid al-Islami, le mouvement du renouveau islamique. Et Boko Haram finalement va sortir des flancs de ce mouvement-là et va s'appeler à partir de 2002 Jamaat al-Sunnah li Da'wati wal Jihad. À partir de là, c'était véritablement une mouvance qui avait ses écoles, ses infrastructures, avec un enseignement parallèle qui comportait un enseignement spirituel mais aussi un entraînement physique. D'ailleurs, les premiers massacres dans les années 2009, c'était dans ces mosquées où il y avait des entraînements de combattants après la prière du Fajr, etc. Donc un mouvement qui s'est constitué mais qui a évolué dans la violence. Je crois qu'à partir de 2009, qui est un tournant important dans l'évolution du mouvement, c'est là où on a vu le mouvement, un cycle répression-réaction s'installer. D'où ma critique habituelle sur les méthodes strictement sécuritaires pour combattre le terrorisme. Le terrorisme ne se combat pas seulement par des armes. Nous avons vu l'expérience de l'Afghanistan. Les Américains étaient là-bas pendant combien d'années? Il y a encore des talibans. Nous avons vu l'expérience en Irak. Les Américains ont mis du temps là-bas. Il y a encore aujourd'hui Daesh, l'État islamique, etc. Nous avons vu l'intervention au Mali. Il y a encore des djihadistes, il y a encore des terroristes. Je crois, comme je l'ai dit lors du sommet, le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique à Dakar, devant les représentants des Nations Unies, que je crois que les deux armes les plus redoutables contre le terrorisme et contre ces violences qui se drapent du manteau du religieux, c'est des systèmes éducatifs performants et surtout la justice sociale, une répartition des richesses, s'occuper des jeunes. Parce que finalement, les islamistes ou djihadistes surfent sur l'absence de politique réelle d'insertion des jeunes. C'est-à-dire qu'ils surfent sur l'absence de cadre de socialisation alternatif à ce qu'ils proposent. Et une fois que cela se passe, et c'est pour ça encore au Sénégal, on a encore de la chance, parce que les cadres de socialisation sont perpétués par les confréries, par les daïras, etc. Il y a encore des cadres. Mais ces groupes-là, dans certains pays où le soufisme, comme doctrine religieuse, en tout cas comme courant religieux, a été combattu, ont la voie libre devant eux. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger, et dans d'autres pays où, en tout cas, les tariqas, comme on en a chez nous, sont complètement combattus. C'est le cas de l'Algérie, où après avoir combattu des confréries comme la Tijaniya et la Qadriya, on a vu l'émergence dans les années 80 du Front islamique du salut. Et aujourd'hui, les Algériens font appel encore aux confréries pour canaliser cette trop grande ardeur de ces artisans-là. Et je crois que, mais en regardant Boko Haram, en disant qu'on est parti d'un problème nigérian à la base pour arriver à une menace régionale, la menace régionale n'est pas seulement une menace qui serait due à une extension sur le plan militaire. C'est pas parce que les éléments de Boko Haram vont être au Sénégal ou au Cap-Vert demain ou après-demain, mais ce dont j'ai peur, c'est que cela fasse des émules. Au Nigeria, c'est une dualité d'un système éducatif qui a eu des laissés pour compte. Des gens qui sont instruits, mais pas dans la langue officielle du pays, qui ne peuvent pas s'insérer, qui ont leur repère ailleurs. Finalement, un choc entre deux modèles d'élite, une élite nourrie de la culture occidentale, qui fréquente les écoles, qui occupe les ministères, une élite nourrie d'une culture arabe ou arabo-islamique, qui exclut, etc. Et on voit que la tension entre les dirigeants du Nigeria, les agents de la sécurité et ces jeunes du nord du Nigeria se trouvent là, dans cette incompréhension qui a produit ce choc et cette rupture de repères et d'imaginaire. Et que nous avons malheureusement dans tous les pays du Sahel aujourd'hui, cette dualité du système éducatif,
qu'on essaie parfois de régler par des mesures conjoncturelles, alors que c'est un problème structurel. On ne peut pas trouver des solutions tout le temps conjoncturelles à un problème structurel. Il faut que les États, en certain moment, prennent le courage d'affronter les problèmes et de les traiter, et de ne pas seulement les traiter selon le calendrier électoral. Et là, la question de la prévention est au cœur. La prévention, on en a beaucoup parlé. Nous avons réalisé ici récemment une bande dessinée destinée aux jeunes sur la prévention des radicalisations. C'est pour cela vraiment, je fais partie peut-être des universitaires qui pensent que la recherche universitaire ne doit pas s'enfermer dans les laboratoires des universités, parce que ce sont les impôts des contribuables qui ont payé d'abord nos études, mais qui payent les universitaires. Donc le grand public, ceux qui regardent la télévision, la radio, ce grand public-là a droit à un grand amphi, a droit à cette connaissance. J'ai allégé vraiment cet ouvrage de toutes les lourdeurs académiques, etc., pour qu'il soit accessible. Ça, c'est de un. Mais aussi, c'est dans l'action de la recherche tous les jours, la force de sociétés développées comme les États-Unis ou autres, c'est qu'il n'y a pas une grande étanchéité entre le monde de la décision et le monde de la production, de la réflexion. Ici, c'est parfois très étanche. Et que la recherche doit nourrir les policies. La recherche doit nourrir les politiques publiques. Et que c'est dans ces pays-là, lorsque le président des États-Unis doit trancher une question centrale, en réunissant aussi bien sa garde reprochée, les conseils, mais aussi des universitaires, en leur posant la question finale, what is our vital national interest? Quel est notre intérêt vital pour cette question? Et là, au-delà de toutes les préoccupations politiques, des obédiences, on s'exprime sur l'intérêt supérieur national. Voilà ma vision de la recherche. C'est à partir de là que, vous l'avez vu sur les cartons d'invitation, qu'on a mis en place avec un ami, celui qui a publié avec qui j'ai publié le livre Au Caire, Ousmane Diaw. Nous avons mis en place une maison d'édition. La maison d'édition fait partie d'une structure qu'on a appelée Timbuktu Institute, l'Institut Tombouctou, qui va être à Dakar, qui comprendra, qui va abriter l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, mais aussi cette maison d'édition qui fait un travail depuis 2 ans sur la valorisation ou la revalorisation de notre patrimoine islamique. Ce patrimoine islamique africain, chez Amadou Bamba, chez El Hadji Malick Sy, El Hadji Omar Foutiyou Tall, qui est un islam de paix, qui a pu donner au Sénégal un modèle islamique où la religion n'a pas été un facteur déstructurant, mais un facteur de cohésion. Je pense que le monde entier a besoin aujourd'hui que l'on dise que de ce coin de l'Afrique, voilà des alternatives à un islam marqué par des tueries, marqué par des violences, et qu'au lieu que les Africains se mettent à importer des modèles islamiques qui ont produit des crises, se propose de donner des alternatives à ce monde islamique aujourd'hui qui est en crise. Et aujourd'hui, naturellement, cet Institut Tombouctou Institute, va comprendre une cellule sur le renforcement des capacités des décideurs, parce que je crois profondément que pour développer un pays, que pour traiter de telles questions, il ne doit pas avoir d'étanchéité entre le monde de la recherche et le monde de la décision. J'ai été un peu long, mais je vous remercie vraiment de votre attention et d'avoir été aussi nombreux à venir répondre à mon invitation.